Bonjour à tous, voici une retranscription des AG du qualifiant qui permettront de mettre toute la vérité sur les mesures envers le qualifiant de plein exercice et en alternance. Ces assemblées générales ont été organisées en décembre 2024 suite au vote du décret programme. En guise d'introduction, il faut expliquer que les attaques contre le qualifiant sont répétées, sont graves et que oui, même si le texte a été voté, ce n'est pas pour autant que tout est perdu, sans vouloir être utopiste. En effet, face au gouvernement actuel, il faudra se mobiliser, se battre et peut-être aussi judiciariser certaines thématiques. Dans tous les cas, une information correcte est importante et doit être diffusée autant auprès des membres du personnel qu'auprès de l'opinion publique. Ce n'est pas seulement une attaque de l'enseignement, c'est aussi et surtout l'imposition d'une idéologie. Pour commencer, un rétroacte. En 2013, de nouvelles grilles du qualifiant avec plus de place pour la formation commune. Les nouvelles grilles du qualifiant ont été revues afin de proposer plus de cours généraux au détriment des cours d'option et donc des professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle. Ces derniers ont perdu des heures de cours. Les professeurs de pratique professionnelle passent de 30 à 28 heures et peuvent ne pas être réaffectés pour se reconvertir, entre guillemets. Comme on l'a dit, dans les faits, la plupart ont effectué des tâches pour leur PE et n'ont pas profité de l'occasion pour pouvoir se reconvertir. Ensuite, la CPU, donc la certification par unité, est d'abord une expérience pilote qui sera élargie pour finalement devenir le PEC, parcours de l'enseignement qualifiant en 2022, mais sans les moyens du CPU. Le décret relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupée dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance avait pour objectif de rationaliser les options et d'éviter que la même option soit organisée dans des écoles qui sont l'une à côté de l'autre et qui n'accueilleraient que très peu d'élèves. La déclaration de politique communautaire a été analysée par nos collègues. Elle se trouve sur notre site. La déclaration de politique régionale, la DPR, a aussi une incidence sur l'enseignement, même si ce n'est pas de façon directe, puisqu'en fait, dans la DPR, le gouvernement explique quelle vision il a de la formation professionnelle, une vision qui est une vision adéquationniste, une vision que nous ne soutenons pas, évidemment, puisque nous défendons un enseignement citoyen pour tous les élèves. APE, Agir pour l'enseignement, est une ASBL fondée par un membre de McKinsey et qui offre ses services gracieusement au gouvernement wallon. Ce rapport, en fait, met en avant les difficultés que l'on rencontre dans l'enseignement qualifiant, dans l'enseignement général, et analyse aussi des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. Ainsi, on démonte un peu l'alternance dans les CFA par rapport à l'IFA-PME qui serait parfaite. Ce n'est pas vraiment un rapport, ce n'est pas vraiment une analyse, puisque parfois il se base sur un seul témoignage pour en tirer une conclusion. Ce rapport APE a donné lieu à différents scénarios qui ont été présentés au gouvernement fin juin, mais que nous n'avons pas pu consulter puisqu'ils sont confidentiels. Et ce sont ces scénarios-là qui ont conduit à la note de réforme systémique de la formation professionnelle qui a été présentée en conférence de presse le 26 septembre dernier, sans aucune consultation des acteurs de l'enseignement. Décret de programme. Là aussi, les acteurs de l'enseignement ont reçu le texte juste avant le congé d'automne pour une négociation après le congé. Dans les faits, même si les syndicats ont voté contre ce décret, cet avant-projet de décret, ils n'ont pas été écoutés et ils ont à peine pu avoir une deuxième séance pour obtenir quelques informations, des informations qui restent lacunaires. Le PEC, Parcours pour un enseignement qualifiant, est mis en place depuis la rentrée 2023 pour les 4e et les 7e professionnels. En résumé,
un élève commence obligatoirement son parcours dans le qualifiant et le professionnel en 4e secondaire. Parce que dès la 4e secondaire, il devra passer une épreuve qui comptera pour sa qualification de 6e professionnel ou de 6e TQ. Un élève peut aussi commencer en 5e, mais dans ce cas-là, il doit recevoir une autorisation du conseil d'admission. Dans les faits, le conseil d'admission n'existe pas dans les écoles, c'est souvent le directeur et quelques personnes qui passent par là qui signent un papier. Pourtant, le conseil d'admission est important puisque l'élève qui est inscrit directement en 5e devra repasser cette épreuve de qualification de 4e au cours de l'année. Si l'élève rate sa 4e, il peut la recommencer. Normalement, il a un PSSA, donc un parcours d'apprentissage. C'est en fait un document qui reprend les difficultés qu'il éprouve et qui montre les moyens qui ont été mis en place pour lui permettre de réussir son année. Normalement, ce n'est pas un simple redoublement, mais c'est une année aménagée avec des heures de remédiation, par exemple, dans les cours qui ont posé problème. Dans les faits, on voit qu'actuellement, les écoles organisent uniquement une 4e de redoublement. Quand il arrive en 5e, l'élève ne peut pas doubler. Donc, il passe automatiquement de 5e en 6e, peu importe ses résultats scolaires. En 6e, soit il réussit, et alors là, pas de problème, soit il rate sa qualification et ou sa 6e année, et là, il peut la recommencer, mais en partie. Il a entre 20 et 34 heures de cours. Ça peut durer de 1 mois à toute l'année scolaire. Et si c'est en lien avec sa qualification, il y a un stage qui est obligatoirement proposé à l'élève. L'élève qui passe automatiquement de 5e à 6e peut très bien traîner des lacunes du début de la 5e jusqu'à la 6e. C'est aussi pour ça que le conseil d'admission est important. Accepter un élève en 5e alors qu'il va éprouver des difficultés, ça veut dire que l'élève va se traîner pendant au moins 2 ans dans la même section et qu'il va être démotivé et qu'il va peut-être poser aussi problème en classe. Pour les 7e, c'est la même chose que pour les 6e, à savoir que si l'élève rate sa 7e, il a aussi une année ou quelques mois aménagés avec une partie de cours d'option s'il a raté sa qualification et une partie de cours généraux s'il a raté son CESS. Il faut aussi savoir que l'élève qui raterait cette année complémentaire ne peut pas se réinscrire dans l'enseignement obligatoire. Concernant maintenant la fermeture des options et la révision du cadre régulatoire concernant la procédure de fermeture. Alors, une nouvelle procédure de fermeture s'applique aux options organisées en 4, 5 et 6 en plein exercice ou en plein exercice et en alternance dans l'enseignement ordinaire, donc pas les 7e, pas l'alternance seule et pas l'enseignement spécialisé. Quelles sont les modalités de la procédure de fermeture? Premièrement, une option ferme lorsqu'elle tombe sous la norme pendant 2 années consécutives. Norme de 8 élèves en moyenne par année dans les implantations situées dans une commune rurale, 9 élèves dans une implantation dans une commune semi-rurale et 10 élèves en zone urbaine. La norme se calcule sur la moyenne du nombre d'élèves en 5e et 6e année. Seules 3 dérogations, au lieu de 10 initialement, subsistent. Elles s'appliquent automatiquement. Les instances sont informées, mais pas concertées, même calendrier, que pour les programmations. Concernant le calendrier maintenant, les écoles sont informées chaque année pour le 15 mai du risque de fermeture de leurs options. Première information des écoles le 15 mai, donc avec un risque de fermeture, 1. Information définitive des écoles le 15 mai en N+1, c'est un risque de fermeture 2. Et ensuite la fermeture progressive de l'option par année d'études à partir de N+1. Les premières fermetures concernées sont celles de la rentrée 2025-2026. Les informations définitives des écoles du 15 mai 2025 qui informent des risques de fermeture 2. Première information a eu lieu le 15 mai 2024 et pour toutes les écoles, les compteurs ont été remis à zéro en 2023 et 2024.
Seules 3 dérogations, au lieu de 10, permettent d'éviter l'application de la procédure de fermeture d'options. Premièrement, les options qui correspondent à des métiers en pénurie de main-d'œuvre, options thématiques communes, fonctions critiques, elles sont immunisées. Cette dérogation vise à protéger les options porteuses d'emploi. Deuxième dérogation possible, les options qui sont uniques dans une zone et à un caractère sont elles aussi maintenues. Le maintien d'une occurrence unique de l'option sur la zone et le caractère vise à garantir la liberté du choix de l'école aux parents. Et ensuite, troisième dérogation possible, les options organisées dans des écoles situées en zone rurale ou semi-rurale, moins de 250 habitants km², et qui sont la seule occurrence dans un rayon de 10 km. Cette dérogation permet de mieux prendre en compte la réalité des zones moins densément peuplées et d'optimiser la répartition des occurrences sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles vis-à-vis des élèves et de leurs parents. Pour les dérogations 2 et 3, si plusieurs options de base groupée doivent être départagées, seul l'OBG qui compte en moyenne le plus d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier sur les 2 années scolaires précédentes est maintenu. Au niveau des options qui sont préservées et des options qui doivent fermer, on émet quand même quelques critiques par rapport aux métiers en pénurie, donc les métiers qu'on appelle en fonction critique. Pourquoi ? Parce que la liste du Forum est une liste régionale, donc qui reprend toute la Wallonie, et qu'en plus, le Forum se base sur le nombre d'offres qui sont mises en ligne et auxquelles personne ne répond pour déterminer la liste des métiers en pénurie. Les thématiques communes, elles, sont données par les BASA et correspondent plus à une réalité zonale. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose des questions par rapport aux fonctions critiques ? Parce qu'on a l'exemple avec les aides familiales. L'option aide familiale n'est pas une option protégée parce qu'elle n'est pas en fonction critique pour le Forum. Pourquoi ? Parce que quand un employeur veut engager une aide familiale, il ne passe pas du tout par le Forum. Et donc, cette option-là, qui est vraiment en pénurie puisqu'on cherche des aides familiales, n'est pas reprise comme une fonction critique et n'est pas préservée. Cette année, certaines écoles ont d'ailleurs décidé de ne pas organiser cette option aide familiale. Les BASA sont constitués de différentes chambres, notamment la chambre enseignement. Dans la chambre enseignement, on retrouve des représentants des pouvoirs organisateurs ainsi que des représentants des enseignants, des organisations syndicales. Un nouveau rôle pour les chambres d'enseignement qui se prononcent sur l'offre d'options. Les chambres vont devenir partie prenante dans la gouvernance de l'offre d'options pour la création d'options. En revanche, elles ne vont plus élaborer de plans de redéploiement et octroyer des incitants. Les missions en lien avec la gouvernance de l'offre d'options, premièrement, est de remettre un avis motivé sur les demandes de programmation d'options des écoles, remettre ensuite un avis motivé sur les offres d'ouverture d'options déposées dans le cadre d'un appel d'offres, soutenir l'élaboration et la mise en œuvre du plan de restructuration de l'offre des écoles impactée à plus de 30% par des fermetures imposées. Les autres missions sont d'assurer, sur sollicitation du gouvernement, toute analyse pour laquelle la Chambre enseignement dispose d'une expertise. Autre mission également, de favoriser en interréseau la découverte, la promotion et la valorisation de l'enseignement secondaire qualifiant. Sur ce schéma, nous voyons les rôles et responsabilités du pouvoir régulateur et des opérateurs. Premièrement, les écoles doivent se concerter en intra-réseau à l'aide d'un outil d'aide à la décision. C'est une application en ligne produite par l'administration générale de l'enseignement. L'administration générale de l'enseignement va ensuite remettre des recommandations du pouvoir régulateur à destination des COSO et des chambres d'enseignement. Ensuite, l'avis des conseils de zone sur les demandes de création sont transmis aux chambres d'enseignement. Ces 10 chambres de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles vont également rendre un avis sur les demandes de création et les transmettront à l'AGE. L'AGE va réaliser des propositions de décision élaborées sur base des avis ciblés du Conseil général de l'enseignement secondaire sur la proposition de décision. Et cette proposition de décision, créée par l'AGE, sera envoyée au pouvoir régulateur.
La GCF de décision relative aux demandes individuelles des écoles sera adoptée annuellement. Les différents bassins. Alors l'AGE élabore une proposition de décision qui se fonde sur les nouveaux outils d'aide à la décision et les avis de la concertation. Le Conseil général de l'enseignement secondaire remet un avis sur la proposition de décision en répondant à des questions ciblées. L'AGE transmet la proposition de décision ensuite au gouvernement pour adoption. Sur ce schéma, nous retrouvons les différentes étapes de la procédure de création d'options pour les écoles. Le calendrier scolaire sur 2 années permet de laisser le temps aux écoles de préparer au mieux l'ouverture d'une nouvelle option. Premièrement, l'autorisation de création transmise pour le 1er mars au plus tard. L'autorisation ensuite de création d'une nouvelle option valable pour 2 années en rentrée scolaire. Comme les programmations seront beaucoup plus limitées et afin de permettre aux écoles de diversifier leur offre, tout en répondant aux besoins du marché, le pouvoir régulateur lancera chaque année un appel d'offres. Ce schéma nous explique la nouvelle procédure d'appel d'offres du pouvoir régulateur. Quelles sont les conditions du lancement de l'appel d'offres du PR? Premièrement, l'option de base groupée concerne un métier prioritaire au sein d'une zone, cumulatif, offre insuffisante ou inexistante, et pas de création d'une nouvelle occurrence depuis 2 ans. Deuxièmement, l'option de base groupée concernée ne correspond pas à un métier prioritaire au sein d'une zone, cumulatif, offre existante, et pas de création d'une nouvelle occurrence non plus depuis 2 ans. Et troisième condition, une nouvelle option de base groupée est créée dans le répertoire. La procédure de l'appel d'offres du pouvoir régulateur doit être lancée pour le 15 janvier, premier lancement prévu ici le 15 janvier 2025. L'offre des écoles est attendue ensuite pour le 15 mars. Les délais sont identiques pour la concertation à ceux de la procédure de programmation, sauf s'il n'y a qu'une offre, la procédure là est accélérée. 4 types d'incitants à la création sont possibles. Premièrement, des normes de création préférentielles. Deuxièmement, l'octroi de périodes complémentaires de 3 à 26. Troisièmement, l'accès prioritaire aux fonds d'équipement. Et quatrièmement, support de la recherche de places de stage. Que dit le décret gouvernance? Premièrement, minimum 10 élèves en 5e et en 6e. Ensuite, une seule occurrence par zone et par caractère. Les premières fermetures devront être mises en place à partir d'août 2025. Les options immunisées en thématiques communes et fonctions critiques, mais aussi la programmation de nouvelles options très cadrées et l'appel d'offres en janvier. Sur cette dia, on vous présente donc un résumé très succinct et très caricatural du décret gouvernance. Alors quand la ministre Glatigny affirme que le décret programme c'est pour lutter contre les petites classes qui existent dans le qualifiant, ce n'est pas vrai puisque le décret gouvernance avait déjà cet objectif. Quelles sont les pertes de moyens? Premièrement, le parcours de l'enseignement qualifiant a réduit de 200 équivalents temps plein par rapport à la CPU. Le décret de gouvernance, pas de chiffres malgré les nombreuses demandes, mais risque aussi de fermeture d'écoles. Ensuite, le décret programme devrait réduire de 1000 équivalents temps plein minimum sur la législature. Et pour terminer, l'arrivée du tronc commun en secondaire, en S1, S2, la suppression des activités complémentaires et en S3, plus aucune option. Toutes ces réformes, qu'elles soient actées ou en devenir, ont engendré ou vont engendrer une perte de moyens importants pour l'enseignement qualifiant. Ici, vous trouverez la liste des 7e techniques de qualification qui fermeront en août 2025. Comme on vient de le voir, les 7 TQ vont fermer. Il y a cependant 4 exceptions. Il faut savoir que les 7 TQ permettent aux élèves d'obtenir une qualification supplémentaire, une qualification qui est souvent demandée par l'employeur. Madame Glatigny affirme que les élèves pourraient suivre et obtenir ces qualifications dans l'enseignement pour adultes, l'enseignement de promotion sociale, mais actuellement ces formations ne sont pas organisées. De plus, les conditions ne sont pas les mêmes puisque les cours peuvent se donner en soirée et le samedi. Les étudiants sont soumis à un minerval et est-ce qu'ils continueront à percevoir les mêmes allocations que les autres élèves alors que dans le même temps, dans la déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon dit que les allocations familiales seront soumises
à certains critères. Les élèves du général peuvent doubler autant de fois qu'ils le souhaitent. Et ils peuvent aussi suivre une 7e préparatoire, par exemple une 7e spéciale maths, alors que cette 7e n'apporte absolument rien à l'élève puisqu'il a juste une attestation qui ne lui donnera pas de dispense dans le supérieur, etc. Donc d'un côté, on empêche les élèves du qualifiant de se former, de devenir des praticiens d'excellence, mais de l'autre, on continue à laisser, certains élèves peuvent suivre une formation préparatoire. C'est pour cela qu'on est pour l'idée que ce sont plutôt des mesures idéologiques plutôt qu'économiques. Le but est peut-être d'avoir une main-d'œuvre meilleur marché en opposition avec l'élite intellectuelle. Ici, un premier exemple d'une école mixte du Brabant wallon, mixte parce qu'elle propose de l'enseignement qualifiant et de l'enseignement de transition. 1600 heures NTPP au total, 800 pour le transition, 800 pour le qualifiant, transfert de 30 périodes du qualifiant vers la transition. Fin page 17. L'école va donc perdre 24 périodes puisqu'avec le décret programme, l'enseignement qualifiant va perdre 3% de NTPP. Ces périodes-là permettaient au général d'organiser des groupes classes plus petits. Est-ce que l'on peut encore permettre qu'il y ait des transferts d'heures entre le qualifiant et le général alors que le qualifiant va perdre des heures NTPP ? Sur cette dia, on vous présente un tableau avec la dévolution des emplois du personnel non chargé de cours suivant le nombre d'élèves. On voit par exemple qu'à partir de 540 élèves, on perd un éducateur ou un secrétaire bibliothécaire. À partir de 400, un secrétaire de direction ou un éducateur. Il faut aussi savoir que la norme école, c'est 400 élèves. Ce qui veut dire que lorsqu'une école tombe en dessous du seuil de 400 élèves, elle est en dérogation si le gouvernement permet encore les dérogations ou alors elle doit fermer. Page 19, nouveau vocal. Voici un autre exemple concret d'une école qualifiante en région liégeoise. Il y a 880 élèves au total actuellement. 80 jeunes sont inscrits en 7e professionnelle, mais 30 ont déjà leur CESS. En 2025-2026, ces élèves qui sont inscrits en 7e professionnelle et qui ont leur CESS ne compteront plus et donc ne généreront pas de moyens. À quoi est-ce que cela correspond ? Au niveau des subventions, cela veut dire que l'école va perdre 35 790 euros. Au niveau des dotations, 47 730. Donc un total de 83 000 euros plus ou moins. Au niveau du NTPP qui est généré par ces élèves-là, ça correspond à 178 périodes pour 80 élèves. Si on retire les 30 élèves qui ont leur CESS et qui ne compteront pas, on a une différence de 63 périodes, sachant qu'un professeur dans le degré supérieur a plus ou moins 20 périodes, on peut estimer que la perte est de 3 équivalents temps plein et un peu plus. Dans ces deux dias, on vous propose les tableaux des dotations et subventions selon la classe d'encadrement. Il faut savoir que toutes les écoles sont classées de A à 20. A, ce sont les écoles avec l'indice socio-économique le plus faible, tandis que 20, ce sont les écoles qui accueillent des élèves avec un indice socio-économique élevé. On voit aussi les différents degrés organisés. Donc on voit que pour le qualifiant, il y a des différences suivant le secteur organisé. Un autre exemple concret, une école qualifiante de Maria Goretti à Liège. En 2024-2025, 720 élèves de la première à la 7e. Avec les nouvelles règles, moins 175 élèves, qui correspond à moins 15 équivalents temps plein environ, et un éducateur. Et avec l'arrivée du tronc commun en secondaire 3, donc la fin des 3e TQ et P, il risque de passer sous la norme de 400 élèves. Et donc avec des moyens encore supprimés. Si sur cette dia, on s'est permis de donner le nom de l'école, c'est parce qu'un article a été publié dans la presse avec les données qu'on vient de vous donner.
Il faut aussi savoir que cette école a perdu beaucoup de moyens avec le retrait de la CPU, puisqu'en fait, c'était une école pilote lors de la mise en place de la certification par unité. Cette dia illustre les catégories de membres du personnel qui vont perdre leur emploi. Avec l'arrivée du PEC, les heures qui ont été perdues, ce sont surtout des heures de remédiation, de coordination pour organiser la CPU. Avec le décret gouvernance, ce sont surtout les professeurs de cours techniques et de pratiques professionnelles, mais comme certaines classes risquent de fermer, évidemment, les professeurs de cours généraux et le personnel non chargé de cours sera aussi impacté. Avec le décret programme, ce sont toutes les catégories de membres de personnel qui sont impactées, les cours techniques, les cours de pratique professionnelle, les cours généraux et le personnel non chargé de cours. Le tronc commun et son arrivée en 3e secondaire touchera aussi toutes les catégories de membres du personnel. Un autre exemple concret d'une école qualifiante de Namur, pour la rentrée 2024-2025, 631 élèves étaient inscrits de la première à la 7e, qui correspond à 1578 heures NTPP. Avec les nouvelles règles d'encadrement, 10 élèves en 7 TQ ne pourront plus y être, qui correspond donc à moins 25 heures NTPP, et 30 élèves porteurs déjà de CESS en 7e, donc moins 64 périodes NTPP. Total, moins 89 heures NTPP. Ce qui correspond à 40 élèves en moins, 63 670 heures perdues pour les dotations et 47 720 euros perdus pour les subventions. Pour les personnels non chargés de cours, c'est la suppression d'un demi-équivalent temps plein éducateur. Et évidemment, d'autres impacts seront à prévoir avec l'arrivée du tronc commun en secondaire 3 et à la fin des troisièmes techniques de qualification et professionnelles. Ce schéma en roue permet de comprendre les pertes d'emploi et le mécanisme de mise en disponibilité. Attention d'abord de bien vérifier que c'est la bonne personne qui est mise en disponibilité par un effet de cascade au sein du PO. La mise en disponibilité doit être réalisée et bien vérifier les papiers qu'on demande à signer. La mise à disposition du PO pour effectuer des tâches doit être bien définie. Pour cela, je vous invite à consulter les pièces jointes. Les réaffectations peuvent se faire dans un autre PO. Et perte potentielle évidemment pour tous les temporaires, peu importe l'école, via les réaffectations des définitifs prioritairement. Pour illustrer ces propos, prenons 2 exemples assez caricaturaux. Donc, je suis professeur de français en 4e professionnel. Je suis donc AESI français. Je perds mon boulot. Avec l'effet de cascade au sein du PE, c'est ma nouvelle jeune collègue qui vient d'être nommée en première commune qui perd son emploi. Elle est réaffectée dans une école générale et là, il y avait une jeune temporaire qui a été reprise après une première année qui s'était très bien déroulée et elle, au mois d'octobre, elle perd son emploi. Un autre exemple, un professeur de cours techniques économie sociale et familiale qui donne cours dans la section AF en 6e professionnel perd son emploi parce que la section doit fermer. Cette personne a un collègue qui donne cours en technique d'agent d'éducation, qui est nommé depuis 5-6 ans, mais comme le collègue en AF est plus ancien, il prend la place de la personne qui est en agent d'éducation et la personne en agent d'éducation se retrouve mise en disponibilité et réaffectée dans une école de la zone au mois de novembre. Les cellules de reconversion devraient pouvoir permettre aux enseignants en perte totale ou partielle de charge de suivre une formation pour accéder à une nouvelle fonction, mais les détails pratiques ne sont pas encore disponibles. Il faut noter que quand une réforme est mise en place, il y a toujours des mesures transitoires pour les membres du personnel qui sont en place actuellement, que ce soit pour les nouveaux cours, pour l'arrivée du tronc commun, etc. Les cellules de reconversion, nous les réclamons depuis que le pacte pour un enseignement d'excellence est mis en place et à ce jour, nous n'avons pas encore
de réponse concrète à cette demande, alors que les premières pertes d'emplois vont avoir lieu dès la rentrée prochaine. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles met en avant l'argument budgétaire pour justifier les mesures prévues dans le décret programme. La ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth de Gries, les engagés, et la ministre de l'Éducation, Valérie Glatini, du mouvement réformateur, répètent inlassablement les mêmes éléments de langage. La trop lourde dette publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles constitue un cadeau empoisonné pour nos enfants. L'agence de notation Moody's vient d'ailleurs de dégrader sa note concernant les perspectives des capacités de remboursement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est de notre responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent, etc., etc. L'idée est donc bien de faire peur, de se présenter comme des gestionnaires responsables et raisonnables et de faire accepter à la population l'idée qu'il faut une réduction des dépenses publiques. Les dépenses publiques qui correspondent évidemment à la sécurité sociale, aux services publics dont l'éducation et les soins de santé. L'idéologie qu'on vient de vous présenter est une idéologie partagée par des économistes, surtout de tendance libérale. D'autres économistes mettent en avant un autre modèle. Une dette publique, ce n'est pas une dette privée. On ne gère pas la dette d'un État comme la dette d'un ménage. Prenons un exemple assez parlant. Le Japon est endetté à 260% de son PIB et pourtant c'est un pays qui est en pleine croissance économique. Il faut aussi ajouter que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'a pas de ressources propres et qu'il est donc normal qu'elle ait une dette. Est-ce qu'on préfère investir dans l'enseignement pour avoir des jeunes qui sont en fait l'avenir de notre société, des jeunes qui soient bien dans leur peau, qui aient un travail épanouissant à de bonnes conditions, ou est-ce qu'on préfère pratiquer l'austérité, faire baisser le pouvoir d'achat des personnes et finalement entrer dans une spirale négative où le PIB va finir par diminuer? Pourtant, il n'y a jamais eu autant de richesses créées en Belgique qu'aujourd'hui et la capacité de l'État belge et des entités fédérées à financer leurs dettes sur les marchés financiers n'est pas réellement remise en cause. En outre, de nombreux économistes contestent l'utilisation des indicateurs que sont le montant de la dette et le déficit public en pourcentage du PIB. Enfin, l'efficacité économique des mesures de restriction budgétaire est remise en cause par des économistes. Ceux-ci estiment qu'au lieu de doper la croissance économique, ces mesures ont tendance à la faire reculer. Il n'est donc pas question, comme le gouvernement et ses partis de droite voudraient nous le faire croire, de nécessité économique. Il s'agit en réalité de choix politiques. L'austérité conduit à des désastres humains sans pour autant améliorer la situation économique des pays. Derrière tous ces arguments se cache un programme politique libéral. Réduire la solidarité et la sécurité sociale qui bénéficient aux plus précaires mais qui coûtent trop cher. Affaiblir les services publics qui bénéficient aux plus précaires mais qui coûtent trop cher. Limiter les régulations pour laisser plus de place aux initiatives privées. Diminuer ensuite la lutte contre les inégalités sociales et limiter la redistribution des richesses qui amène à l'accroissement de ces inégalités. Et pour finir, l'adéquationnisme de vouloir impérativement créer des métiers qui correspondent aux attentes prévues par le terrain. En effet, certaines des mesures prises par le gouvernement vont dans ce sens. La non-extension de la gratuité scolaire aux élèves de 4e primaire, la réduction du budget du qualifiant, c'est aussi cibler principalement les élèves issus des milieux plus précaires, la quasi-disparition des 7e techniques de qualification et la limitation de l'accès aux 7e professionnels. La réorientation des élèves majeurs décrocheurs inscrits en 3e et 4e secondaire vers d'autres structures. Et ensuite, d'autres projets du gouvernement de dérégulation, remplacement des statuts par le CDI, flexibilité d'utilisation du NTPP, etc., etc. Pourtant, d'autres voies sont possibles. Les contributions à la solidarité des multinationales et des plus nantis sont proportionnellement moindres que celles des travailleurs et des classes moyennes. Il serait intéressant de renforcer cette participation. Une partie de la dette publique est illégitime pour le Covid, la crise de 2018, etc.
Un audit approfondi pourrait être lancé et déboucher sur une annulation partielle de cette dette. Et ensuite, utiliser l'endettement public comme levier pour investir dans une transition écologique juste. Quand on parle de dettes illégitimes, ce sont des dettes qui ont été contractées suite à un événement inattendu ou un événement particulier. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a annulé sa dette et on voit comment l'Allemagne s'est développée économiquement ces dernières années. On pourrait estimer que le Covid est aussi un événement inattendu et que les États n'auraient pas pu gérer avec leur budget actuel. Et donc, on pourrait annuler les parts de la dette qui sont en lien avec la crise Covid. Conformément aux valeurs définies lors de nos congrès, nous continuerons le combat pour une société plus juste, pour des services publics dont l'enseignement suffisamment financé et permettent l'émancipation de tous les élèves, quelles que soient leurs origines, notamment socio-économiques. Nous recherchons évidemment toujours des témoignages de membres du personnel mis en dispo et qui exercent des tâches pour leur PO, des membres du personnel qui perdent leur travail, des membres d'équipe au sein d'écoles, d'élèves en 6e technique de qualification qui ne pourront pas faire leur 7e technique de qualification. Nous vous remercions pour votre écoute et nous restons évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou pour écouter vos témoignages, soit sur le site de la CSC Enseignement via le formulaire de contact, soit sur les réseaux sociaux.